cette présentation s'appuie sur 2 actions menées par le ministère de l'Écologie dans le cadre de sa stratégie Nature en ville et du plan national d'action en faveur des milieux humides. Tout d'abord, la réalisation d'un recueil milieux humides et aménagement urbain qui a été réalisé à l'issue du palmarès du premier Grand Prix zone humide en milieu urbanisé lancé en 2011, où l'objectif était donc de valoriser des opérations exemplaires de prise en compte des zones humides dans des opérations d'aménagement, mais pas seulement, aussi dans le cadre de démarches de planification. Et puis une deuxième action qui est une étude CEREMA sur la prise en compte des milieux humides dans les écoquartiers, donc qui est en cours de finalisation, qui prochainement donnera lieu à une fiche de sensibilisation et de repères pour les acteurs du projet. Les principaux ingrédients pour valoriser durablement les milieux humides en zones urbanisées vous sont déclinés ici sous trois grandes phases. Une première phase dite de pilotage où on verra qu'il nécessite une gouvernance ambitieuse et adaptée. Une deuxième phase dite ici de réalisation où l'on constate que la conception et la réalisation dépassent la simple dimension technique. Et enfin une troisième phase de projet, usage et gestion, où l'on parle des modes opératoires à partager. Concernant cette première phase, on constate une implication forte des élus et un portage politique dans la durée. Tout d'abord parce que ça apporte un éclairage sur le territoire pour des questions de contexte ou d'enjeux tels que sur la pression et la maîtrise foncière, sur la diversité des projets d'aménagement, mais aussi au regard du patrimoine naturel. C'est aussi un interlocuteur et un animateur à toutes les échelles, de l'habitant aux différentes instances d'élus, qui contribuent à la cohérence du projet avec les réflexions plus globales du territoire, chez le bassin versant ou TBB. Et puis ça reste aussi un acteur incontournable pour engager une véritable stratégie foncière en faveur des milieux humides dans les différents documents d'urbanisme. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est l'exemple de Vimines dans le 73. Donc c'est une commune de 1800 habitants, située à peu près au sud-ouest de la communauté d'agglomération de Champéry Métropole, où suite à différents constats où ils étaient à la fois confrontés à une pression foncière exercée donc sur ce versant, mais aussi à une multitude de dégradations des milieux humides sur leur commune, où ils se retrouvaient un peu impuissants, et à un blocage de projet aussi à un certain moment du fait à un problème réglementaire loi sur l'eau. Donc face à cette situation, ils ont pris une décision de mettre en place des mesures de protection des milieux humides dans les documents d'urbanisme, donc en amont du développement des projets. Et du coup, les principales actions réalisées, ça a été dans un premier temps donc une réalisation complémentaire d'études de sol, inventaire de faune et flore, et un inventaire faune et flore poussé, parce qu'au départ ils avaient juste une étude un peu générale à l'échelle départementale. L'intérêt, c'est que ça a permis de réaliser une cartographie des milieux humides sur la commune et d'identifier 3 nouvelles zones humides. Donc suite à ça, ils ont décidé donc d'améliorer cette prise en compte dans le document d'urbanisme le plus, à travers l'évolution du règlement, où ils ont classé ces 13 milieux humides en zone NH dans le plus, et puis ils ont réalisé des orientations d'aménagement, et en particulier pour celles qui sont superposées sur du zonage U ou AU. Et du coup, la finalité, c'est qu'il y a eu aussi une réalisation de 12 fiches de préconisation de gestion pour les 12 milieux identifiés. Donc, ce que l'on constate, c'est que grâce à cette initiative communale, ça a impulsé la réalisation d'un nouveau plan d'action régional en faveur des milieux humides à l'échelle du bassin versant du Bourget. Donc, ce qu'on se constate aussi au niveau profil de la maîtrise d'œuvre, c'est qu'on est vraiment sur des projets importants d'enjeux de la composante environnementale. Donc, on l'a entendu parler ce matin, l'intérêt d'urbanisme, paysagiste, des choses comme ça. Et puis des compétences spécifiques au sein de l'équipe en fonction du projet. On l'a vu aussi ce matin, c'est des projets quand même assez transversaux où on peut intégrer dans les équipes où encore c'est pas tellement présent. C'est à la fois des écologues, des naturalistes et même des sociologues, parce qu'on voit bien il y a quand même tout cet intérêt social des milieux humides en milieu urbain qu'il faut intégrer, et donc on peut mener ou même associer, même dans certains projets, on a vu les habitants pour se poser un intérêt quel parc on veut demain, quoi. Ça va au-delà aussi d'une gouvernance plus partenariale, où l'idée c'est de savoir s'entourer avec des bons acteurs, en particulier pour les petites communes, aux moyens parfois limités. Donc ça peut être un aménageur,
un bureau d'études spécialisé, une association et même les usagers. Donc la complexité aussi, le deuxième aspect, c'est la complexité et la diversité du projet qui nécessite de multiples échanges entre acteurs de territoire. J'ai un autre exemple, c'est le marais Audomar-Roi, où dans le cadre de l'amélioration de la gestion du marais, le PNR des Caps et Marais d'Opale et la communauté d'agglomération de Saint-Omer ont mis en place une planification partagée afin de préserver le marais et les usages où il y a énormément de diversité d'usages, que ce soit de loisirs, une activité économique, de loisirs ou tourisme. Donc ils ont mis en place une constitution d'un groupe de travail appelé Marais Audomarois, où leur rôle était de maintenir le milieu riche et en biodiversité, tout en préservant l'usage du marais. Ça a été un véritable lieu d'échange et de concertation, et surtout ça a permis d'avoir une vision commune du territoire avec l'ensemble des acteurs. Et du coup, au cours de cette expérience qui s'est déroulée sur 8-10 ans, on voit qu'il y a eu énormément de production partagée. Ça a démarré par une phase de diagnostic partagé, un premier contrat d'objectif où on s'est aperçu qu'il y avait des manques et du coup on voyait bien qu'on avait du mal à préserver l'usage, et du coup ça a décliné sur un deuxième contrat d'objectif. Et un deuxième contrat d'objectif avec 36 mesures, et dont une sur l'évolution et la maîtrise foncière. Et du coup, ça a permis dans un autre temps d'intégrer donc ces mesures ou ces enjeux dans le SCOT et d'alimenter les réflexions à l'échelle du PLUI. La concertation, on a entendu un peu parler ce matin, elle est très importante au niveau, en particulier pour l'association de la population. Il faut le voir comme un atout, une véritable force, à la fois pour la contribution à l'état des lieux, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic environnement ou tout simplement pour l'histoire du lieu. Et puis le second aspect qui est important, si ça permet de les rendre vraiment acteurs du projet, c'est donc d'une certaine manière, ça permet qu'ils s'approprient vraiment le projet, ça les sensibilise et ça favorise donc forcément l'adhésion au projet. L'autre aspect qu'on a vu, et on vient de le voir, on est souvent sur un processus, sur le long terme. On voit une simple opération d'aménagement, c'est souvent plus de 10 ans. Et puis donc il y a forcément des ajustements à prévoir du fait qu'on est sur une complexité des milieux humides. Et puis aussi, il faut prendre le contexte social avec une évolution des attentes des usagers. Un projet qui dure 20 ans a forcément évolué aussi à ce niveau-là. La deuxième phase, réalisation, donc on est sur, ce que je vous disais, on est sur une conception, une réalisation qui dépasse la simple dimension technique. On est plutôt sur un projet qui se veut intégré et transversal, donc ça nécessite forcément une compréhension du fonctionnement du milieu humide pour dépasser la simple dimension technique et aller vers d'autres dimensions, comme on l'a vu, paysagères, écologiques ou sociétales. Donc ça passe forcément par une phase de diagnostic, donc une connaissance approfondie de la faune et de la flore indigène. Il faut vraiment porter une propre analyse au milieu humide avec un relevé des structures végétales et des caractéristiques biologiques et complété par un inventaire des espèces faunistiques en lien avec ces milieux. Enfin, on voit bien qu'on est bien sûr sur une approche affirmée pour mieux adapter la conception du projet au fonctionnement naturel du site, de façon à limiter l'empreinte, et mieux affiner les premières intentions de programme au regard des caractéristiques des milieux humides présents. On est aussi sur une approche pour mieux identifier les milieux humides dans la structure du plan masse, et du coup à terme ça permet de mieux les intégrer et les identifier. Et enfin on rentre vraiment dans une approche pour mieux intégrer le projet dans une stratégie plus large de trame verte et bleue où le projet doit faire écho au territoire. Bon, là c'est l'exemple du parc de Saint-Jacques-de-Lac, Grand Prix, mais on l'a évoqué juste avant, donc je vais pas le développer. Donc on est vraiment sur une conception qui est valorisée par une mosaïque de milieux humides. Elle doit favoriser la création et l'évolution des espaces publics et privés, donc à la fois dans le choix des milieux, mais aussi à travers la palette végétale qui est offerte, et puis aussi sur le souhait des pratiques d'usage développées. Donc j'allais dire, quelle que soit la taille de l'opération, il est possible de contribuer à la diversité de la biodiversité dans un tissu urbain dense. Donc on est vraiment sur une transition progressive de la nature oubliée à la nature à préserver. Enfin, la troisième phase, donc, qui est appelée ici usage et gestion, où la question de l'accessibilité du public est réellement posée. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on est dans un contexte actuel de densité urbaine
qui peut paraître en contradiction avec des envies de bien-être, de qualité de cadre de vie et de désir de nature en ville. Donc il y a un équilibre à trouver entre espace fréquenté et espace préservé, où du coup ce degré d'accès des aménagements est adapté à la fois selon la fragilité du milieu et de sa typologie, mais aussi selon l'évolution des pratiques d'usage entre ceux qui sont attendus et ceux qui ne sont pas attendus aussi, de sa fréquentation, de son succès, comme on l'a vu ce matin avec la place, avec Strasbourg cet après-midi avec la place. Donc un avant-dernier point qui est la sensibilisation aussi. On voit qu'il y a un travail à faire sur la perception du milieu par l'usager, où on peut vraiment créer des créations d'ambiance, de ressenti. On le voit bien par les deux photos à droite, où on est plus sur la première sur un espace, j'allais dire fermé, bucolique, sauvage, et du coup on voit bien que l'accès est moins ouvert pour le promeneur. À côté, vous avez une autre image qui est un autre projet. On voit une passerelle, on voit qu'il y a une tonte qui a été faite, qui reste provisoire d'ailleurs à ce passage. Et du coup, il faut jouer là-dessus, sur la perception que peut avoir l'usager de ces espaces. Cela passe aussi par une sensibilisation des citadins à l'environnement, donc lever les peurs par des actions pédagogiques ou autres, donc exposition, ça peut être un observatoire comme on l'a vu sur la roselière de Saint-Jacques, hein. Ça peut être un jardin aussi expérimental, ça doit être aussi des actions de protection de la nature, donc à travers une journée citoyenne de nettoyage, ça peut être une fête de la nature, un projet avec les écoles, ça peut être intéressant sur différents types de projets. Enfin, on est vraiment sur des milieux propices à une gestion différenciée. Il faut rappeler quand même qu'on est sur des écosystèmes en perpétuel mouvement. Ils sont vivants, ils sont complexes, ils sont fragiles. Donc ça nécessite forcément une anticipation des réflexions sur le mode de gestion interne, à la fois sur l'élaboration d'un plan de gestion, mais aussi si on souhaite mettre derrière une politique d'éco-pâturage. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser en amont. Ça passe aussi par une adaptation des services des collectivités. Alors, ça peut être un agent référent, ça a été le cas sur Saint-Jacques-de-Lens, la collectivité qui l'a mise en place. Ça peut être prévoir aussi un programme de formation auprès des services sur la connaissance de la végétation. Ça peut être une sensibilisation aussi, une communication auprès des usagers, que ce soit à travers le fauchage tardif, les aérophytos, la signalétique. On l'a vu tout à l'heure aussi, c'est important de communiquer sur ces espaces, pourquoi on ferme pas, il faut bien expliquer ça. Et aussi auprès des entreprises intervenantes, que ce soit à la fois pour la sensibiliser, sur les compétences, c'est pas forcément toujours des entreprises adéquates qui interviennent sur ces milieux, et donc sur la manière d'intervenir. Voilà. Vous avez la possibilité de retrouver toutes ces informations sous trois documents. Le premier, c'est l'ouvrage Milieu humide, aménagement urbain, qui retrace 10 expériences. Donc je vous en ai présenté 2 rapidement, et qui prend en compte une prise en compte des différents documents d'urbanisme, aussi sur la biodiversité, sur la gestion des crues et les eaux pluviales. Sur la sensibilisation au public. Vous avez une plaquette autrement donc intégrer les milieux humides dans l'aménagement urbain qui vous a été distribuée aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu à peu près 300 exemplaires qui a été mis à disposition. Et enfin, la dernière étude que je vous parlais au début sur la prise en compte des milieux humides dans les écoquartiers, c'est prochainement, elle devrait être publiée au début de l'année 2007. Je vous remercie.